Le thème dont je vais vous parler constitue un développement du sujet principal de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'Université d'Aix-Marseille en 2017. Elle a pour titre La dialectique interprétative entre texte et lecteur dans l'œuvre théorique et romanesque d'Umberto Eco, la mésinterprétation de la réalité par la fiction. Il s'agissait de démontrer, sous l'angle à la fois de la théorie et de la critique littéraire, qu'on peut lire tous les différents essais et romans d'Umberto Eco de manière cohérente et organique, un travail qui n'avait jamais été accompli de façon systématique et complète. Dans cette optique, j'ai analysé l'évolution continue et critique de sa pensée qui englobe l'ensemble de sa production écrite. Ainsi, j'ai pu approfondir le sujet de cette dialectique texte-lecteur que j'ai envisagée dans les termes d'une confrontation interprétative et cognitive que le lecteur est appelé à établir avec le texte qu'il lit, une confrontation qui peut l'amener à interpréter diversement ou à mésinterpréter la réalité par la fiction narrative dans laquelle il est plongé. Dans ce cadre, le point de départ de mon travail a été le constat selon lequel toute l'œuvre d'Eco, en dépit de son apparente diversité, est caractérisée en profondeur par une unité fondamentale. Cette unité qui permet d'envisager les nombreux aspects et thèmes concernant sa production écrite tient, selon moi, à la cohérence de sa pensée. C'est pourquoi je crois que pour analyser l'œuvre d'Eco dans son intégralité, il est opportun d'étudier l'articulation de sa pensée par le biais de liens étroits et significatifs qui peuvent être établis entre ses recherches théoriques, ses activités de critique littéraire et son écriture romanesque. Dans cet ordre d'idées, l'une des clés de lecture qui donne la possibilité d'examiner sous ce rapport la pensée d'Eco et son corpus d'ouvrages est justement le sujet de la dialectique interprétative entre texte et lecteur. Selon moi, ce sujet est pressant dans tous ses écrits, dans lesquels Eco nous invite à l'aborder afin d'instaurer un dialogue entre eux de type intertextuel et intratextuel. Entendu comme un rapport de coopération interprétative, comme une confrontation à la fois féconde et conflictuelle entre l'interprète et l'objet de son interprétation, le sujet de la dialectique texte-lecteur permet donc de montrer qu'il est possible de lire les différents aspects et thèmes de l'œuvre d'Eco de façon complémentaire et problématique. À cet égard, contrairement à d'autres spécialistes qui ont généralement tenu distinct et cloisonné le sémioticien et le critique littéraire du romancier, je suis convaincu qu'il faut considérer ces trois dimensions de son activité dans leur interdépendance constitutive. En effet, ma conviction est que si les livres de sémiotique et de critique littéraire analysent les règles, les modalités et les résultats d'une dialectique interprétative fructueuse entre le texte et le lecteur, en vue de proposer un ou plusieurs sens partageables et partagés de ce texte, ces romans explorent en revanche d'autres moyens et d'autres pistes de réflexion portant sur la question du sens. Loin d'être entendus comme une simple illustration didactique de ces théorisations et problématisations, ces romans doivent être vus plutôt comme des formes de leur approfondissement et problématisation. Autrement dit, si les ouvrages scientifiques d'Eco s'attachent surtout à décrire les rapports interprétatifs et cognitifs par lesquels un interprète, en lisant un texte, est amené à attribuer des sens précis à ce texte et au monde de fiction qu'il représente, ces ouvrages narratifs questionnent en particulier les rapports entre le texte, le lecteur et la réalité, c'est-à-dire les liens entre l'imaginaire social et culturel du lecteur qui se fonde sur les textes, sa compréhension de la réalité et les modalités d'action qu'elle comporte.
Dans cette optique, on peut dire que les romans d'éco s'interrogent non seulement sur les influences réciproques entre la littérature et la vie, la fiction et la réalité, l'imagination et l'histoire, mais aussi sur les conséquences concrètes que tous ces rapports et influences sémantiques établis par le lecteur-interprète ont dans son existence. De plus, à travers les histoires de ses protagonistes et qu'on met en scène de manière allégorique et critique aussi les problèmes, les contradictions et les effets, souvent dramatiques, résultant de la confusion entre le monde fictionnel et le monde réel. Cette confusion est due à un usage aberrant par ces personnages principaux des pratiques d'interprétation des textes, à leurs activités de création de mondes imaginaires aliénants, à leur construction de sens et de vérité qui mystifient la réalité en la rendant davantage invivable et incompréhensible qu'elle ne l'était déjà à leurs yeux, ce qui les amène finalement à se réfugier dans le monde fictionnel qu'ils se sont créés pour fuir la réalité, en finissant cependant par s'y enfermer et par en devenir prisonniers, comme je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure en parlant de ces romans. Mais pour revenir au propos principal de mon exposé, à savoir pour montrer l'unité fondamentale de l'œuvre d'Eco, abordée suivant cette dialectique interprétative entre le texte et le lecteur, je crois qu'il est bien d'adopter une approche méthodologique particulière. Cette approche consiste à analyser ce sujet selon trois perspectives interprétatives. Une première perspective esthétique et critique littéraire, une deuxième perspective sémiotique et critique littéraire, et enfin une troisième perspective herméneutique littéraire. Ces perspectives doivent être envisagées comme des angles de lecture à travers lesquels on peut interpréter le sujet de la dialectique texte-lecteur, toujours en tâchant d'unir des points de vue esthétiques, sémiotiques et herméneutiques avec le point de vue critique littéraire. Ainsi, d'après moi, chacune de ces trois perspectives permet d'étudier un aspect différent mais complémentaire du thème choisi. Toutefois, il est bien de préciser que ces trois perspectives ne peuvent être tenues distinctes que pour des raisons méthodologiques relatives à une explication claire et détaillée du sujet en question. Ces raisons concernent le fait que chez Eco, il y a certains concepts et thèmes clés qui reviennent constamment dans sa production écrite. Or, si on aborde ces concepts et thèmes d'un point de vue analytique et historique, c'est-à-dire si on les examine dans leur évolution dans le temps et sur la base des différents écrits successifs dans lesquels ils ont été définis, illustrés et révisés, cette approche interprétative permet d'envisager et de montrer aussi l'évolution de la pensée théorique, critique et narrative d'Umberto Eco dans son développement et dans sa problématisation continue. C'est pourquoi j'estime que ces trois perspectives doivent également être considérées comme étant étroitement liées, car sa pensée est, selon moi, le résultat de l'échange constant, mutuel et prolifique entre toutes les dimensions, les disciplines et les thématiques qui la constituent. Compte tenu de cette approche, on peut alors analyser le sujet de la dialectique interprétative entre texte et lecteur chez Eco en suivant tout d'abord la perspective esthétique et critique littéraire. Ainsi, on s'aperçoit que l'idée de cette dialectique est posée initialement par l'auteur italien dans les ouvrages qu'il a écrits dans la période allant des années 1960 au début des années 1970.
Pendant cette période, il est beaucoup influencé notamment par l'esthétique de son maître, Luigi Pareison, professeur de philosophie à l'université de Turin, sous la direction duquel Eco avait soutenu en 1954 sa thèse sur l'esthétique de Thomas d'Aquin. Mais Eco est beaucoup influencé aussi par le structuralisme français, par la théorie de la communication de Roman Jakobson et la sémiologie de Roland Barthes. En étudiant ces ouvrages principaux de cette époque-là, comme par exemple Opera aperta, l'œuvre ouverte, Apocalittici integrati, la struttura assente, la structure absente, le Trattato di semiotica generale, il superuomo di massa, traduit en France sous le titre de Superman au surhomme, on peut donc mettre en évidence le rapport établi par Eco entre l'organisation formelle et structurale de l'œuvre d'art et son ouverture à l'interprétation active du destinataire. L'idée qui en est à la base est que dans toute œuvre d'art, et notamment dans l'œuvre d'art d'avant-garde, sa structure formelle et thématique plus ou moins ouverte sollicite et en même temps oriente l'intervention interprétative du destinataire. Dans la construction du sens de l'œuvre, le destinataire est donc appelé à faire la synthèse dialectique entre la fidélité à l'œuvre elle-même et sa liberté herméneutique, à savoir entre ce que l'œuvre affiche et dit plus ou moins explicitement et les lectures possibles qu'on peut en tirer. Mais ce thème de la dialectique interprétative œuvre destinataire a été développé par Eco non seulement dans ses essais théoriques et dans ses analyses de certaines œuvres artistiques d'avant-garde. Il a été traité aussi dans ses analyses de certains ouvrages de la littérature de masse, de la bande dessinée et du roman feuilleton au roman policier, de Superman et les mystères de Paris dessus au roman de Fleming sur James Bond. Ce qui est important de souligner, c'est que dans ses analyses, il constate que les structures narratives de ces ouvrages se font le véhicule d'une vision du monde conservatrice et conformiste que le lecteur est invité à démasquer et critiquer, tout en prenant conscience du rôle qui lui est demandé de remplir. Ce qui est également intéressant de remarquer, c'est que tout au long de la publication de ces écrits, on assiste à l'évolution des concepts sur lesquels Eco fonde sa pensée, des concepts tels que forme, structure, code, ouverture, ambiguïté, autoréflexivité, langage conventionnel et idiolecte. Sur la base de l'examen de ces concepts et des livres d'Eco que j'ai cités précédemment, on parvient à définir et illustrer son modèle interprétatif. En l'occurrence, un modèle théorique qui décrit comment se déroule le rapport d'interprétation entre le texte et le lecteur, quelles en sont les conditions et quel rôle le lecteur peut y jouer. Plus en particulier, ce modèle explique comment l'organisation structurale d'une œuvre stimule et en même temps limite les possibilités interprétatives plurielles du destinataire. Afin de suivre le développement chronologique et conceptuel de ce modèle interprétatif et de la dialectique qui en est à la base, je vais maintenant approfondir mon sujet suivant la perspective sémiotique et critique littéraire. Dans ce cas, je vais prendre en considération les ouvrages majeurs de sa production scientifique. Il s'agit là de montrer comment Eco examine les mécanismes de production et les processus d'interprétation du sens qui, respectivement, fondent et orientent le rapport dialectique qui s'instaure lors de la lecture entre le lecteur et le texte narratif. Eh bien, en étudiant notamment le Trattato di semiotica generale, Lector in fabula, semiotica e filosofia del linguaggio,
semiotica e filosofia del linguaggio, sugli specchi e altri saggi, i limiti dell'interpretazione, les limites de l'interprétation, et interprétation et sovrainterprétation, interprétation et surinterprétation, et en faisant référence aussi à ses études sur Joyce, Peirce, Greimas et Borges, on constate que le sujet de la dialectique texte-lecteur est développé par Léco, toujours en tenant compte aussi bien de l'évolution théorique de son modèle interprétatif que de ses analyses critiques des auteurs que je viens de mentionner. En particulier, on peut remarquer qu'au cours des années 1970 et 1980, il est beaucoup influencé, entre autres, par les ouvrages narratifs de Joyce et de Borges, et surtout par la sémiotique de Peirce. En faisant sienne la théorie de l'auteur américain et qu'on considère, contrairement au modèle génératif de Greimas, focalisé uniquement sur les structures de sens internes au texte, qu'il n'est plus satisfaisant d'envisager la dialectique interprétative texte-lecteur seulement en termes de codage et de décodage du message textuel. En effet, en introduisant les concepts tirés de la sémiotique de Peirce, des concepts tels que ceux de signes, de sémiosis illimitée et d'abduction, c'est-à-dire d'hypothèse interprétative, et qu'on intègre la notion de code dans la notion d'encyclopédie, selon l'idée qu'il y a des compétences encyclopédiques précises qui sont demandées au lecteur pour qu'il puisse bien interpréter les instructions de lecture que le texte prévoit et lui suggère de suivre. Dans cette optique, c'est-à-dire dans le but d'écrire comment un texte narratif, par les instructions de lecture qu'il fournit au lecteur, à la fois encourage et réglemente les plusieurs parcours interprétatifs de ce lecteur et élabore son modèle de la coopération interprétative qui est défini dans Lector Fabula et revu dans les limites de l'interprétation, tout en soulignant les possibilités et les limites, les contraintes et les enjeux que le texte pose à son lecteur et qu'évoque dans ses ouvrages de référence d'abord les concepts centraux d'auteur modèle et de lecteur modèle qui sont considérés comme des dispositifs textuels et non pas comme des figures idéales. Ensuite, il propose les notions capitales d'intentio operis et d'intentio lectoris qui doivent être entendues comme des stratégies de lecture. Or, d'après moi, ce qui mérite surtout d'être mis en évidence est le fait que chez Eco, la dialectique interprétative texte-lecteur n'est pas seulement une question de code expressif et de code herméneutique, de règles de lecture et de procédés cognitifs, mais elle est aussi la rencontre féconde et en même temps conflictuelle entre des mondes parfois différents et inconciliables. Le monde du texte et le monde du lecteur, le monde écrit et le monde non écrit, pour le dire avec les mots d'Italo Calvino, les structures de sens inscrites dans le texte d'une part, et d'autre part les croyances, les significations, les connaissances, les intentions propres au lecteur qui se réfèrent à des choses qui se trouvent en dehors du texte et qui conditionnent sa vie réelle et son action dans le monde. C'est lorsqu'un lecteur ne parvient pas à mélanger convenablement, à concilier, tout en les tenant distinctes et séparées, la réalité et la fiction, en provoquant ainsi une confusion à la manière de Don Quichotte entre ces deux mondes, que la dialectique risque de trop pencher vers l'un ou l'autre de ces deux mondes et de ne plus pouvoir garantir des sens acceptables. C'est lorsqu'un lecteur, en lisant une œuvre de fiction, pense pouvoir vivre et interpréter sa vie comme si elle était une fiction
ou croit que la fiction qui lit est la réalité, que ses croyances, ses certitudes et ses modes d'agir peuvent l'amener à mésinterpréter la réalité, à la manipuler selon ses intentions personnelles et à finir par être la victime de ces mésinterprétations et manipulations. Ces risques, ainsi que leurs conséquences potentiellement dangereuses, et ces problèmes avec leurs contradictions irrémédiables qui sont dus à un rapport complexe et difficile entre le texte et le lecteur, la fiction et la réalité, le monde vu comme un texte interprété et son interprète, sont donc les questions qu'Eco aborde de manière allégorique et critique dans ses romans pour nous inciter à réfléchir sur ces dynamiques et sur leurs effets, mais aussi pour nous mettre en garde. C'est en ce sens précis que, selon moi, doit être abordé, suivant une perspective herméneutique littéraire, le sujet de la dialectique texte-lecteur dans l'analyse de ces romans. D'après mon analyse, Eco y met en scène, tout en l'approfondissant, la dialectique interprétative entre le texte-monde réel et fictionnel et le lecteur-interprète. En d'autres termes, dans ces 7 ouvrages de fiction, cette dialectique peut être envisagée comme une confrontation entre le texte, entendu comme un monde narratif à interpréter, et le protagoniste d'Eco, qui est le lecteur-interprète de ce texte-monde. Dans cette optique, cette confrontation à la fois ludique et problématique est représentée par les rapports herméneutiques et cognitifs que les protagonistes instaurent avec le récit qu'ils font de leur histoire. En gros, il s'agit d'un récit que ces protagonistes, tels que Azzo de Melk dans Il nome della rosa, le nom de la rose, Casaubon dans Il pendolo di Foucault, le pendule de Foucault, Roberto de la Grille dans L'isola del giorno prima, l'île du jour d'avant, Baudolino dans le roman éponyme, Iambo dans La misteriosa fiamma della regina Loana, la mystérieuse flamme de la reine Loana, Simonini dans Il cimitero di Praga, le cimetière de Prague, et enfin Colonna dans Numéro 0. Donc il s'agit d'un récit que tous ces protagonistes relatent à eux-mêmes ou à d'autres personnages et qu'ils interprètent comme s'il était un texte à lire et interpréter, afin de chercher à lui donner un sens qui justifie leur existence et qui leur permette de renouer leurs relations conflictuelles avec la réalité. Une réalité qui leur est incompréhensible et hostile, et que justement pour cela, ils fuient par le monde fictionnel qu'ils se sont créés, en finissant cependant par perdre définitivement le contact avec la réalité et par devenir prisonniers de ce monde fictionnel dans lequel ils se sont réfugiés. Suivant cette clé de lecture, on peut dire que la représentation narrative des rapports que les protagonistes des romans d'Eco instituent avec l'interprétation du texte-récit de son histoire se caractérise donc par un écart herméneutique inconciliable. Cet écart se creuse justement dans le texte-récit que ce protagoniste, qui est aussi le lecteur interprète de son histoire, fait de celle-ci, et il se solde inévitablement par une issue funeste. En effet, le héros des romans d'Eco ne parvient pas finalement à concilier le monde fictionnel avec le monde réel. Le monde fictionnel qu'il s'est construit lui-même à travers le récit et la manipulation des faits et des textes par lesquels il tente de lire son histoire pour mieux l'interpréter, avec le monde réel dans lequel il agit, et va payer très cher les conséquences de sa confusion mystificatrice de ces deux mondes. Dans ce cadre, ce qui me semble important de remarquer, c'est le fait que, à travers l'évocation de l'échec
de la tentative de son protagoniste de concilier son monde fictionnel avec le monde réel, Eco nous propose une représentation allégorique et critique des rapports complexes et problématiques que le lecteur empirique instaure avec la compréhension de la réalité par la fiction, en montrant les influences et les liens réciproques très étroits entre la littérature et la vie, la fiction et la réalité, l'imagination et l'histoire. Le romancier nous invite ainsi à réfléchir sur les conséquences concrètes possibles que ces rapports établis par le lecteur-interprète ont dans son existence. Mais de cette façon, il nous amène aussi à approfondir davantage la relation d'analogie qu'il institue d'un côté entre l'œuvre de fiction et le monde réel, considéré comme un texte à lire dans un récit interprétatif, et d'un autre côté entre la tâche d'interprétation de l'œuvre de fiction et la tâche d'interprétation du texte monde, deux tâches qui reviennent justement au lecteur-interprète. En effet, je suis persuadé que par le biais de l'institution de cette double relation analogique et de l'examen des outils narratifs et des effets de sens qu'on peut en tirer et qu'on nous pousse à nous interroger sur le rôle capital que le lecteur-interprète est appelé à jouer dans la compréhension du texte-monde par le récit de fiction. Mais Eco nous pousse également à nous interroger sur le travail herméneutique par lequel, à l'aide du récit, le lecteur-interprète essaie de donner du sens aux histoires qu'il lit et, à travers celles-ci, aux expériences qu'il fait de la réalité. Or, si dans ces romans, il est donc question de ces rapports herméneutiques et cognitifs de compréhension de la réalité par la fiction, suivant une dialectique interprétative entre le texte-monde et le lecteur-interprète, il est bien, selon moi, de se pencher aussi sur les modalités et les techniques narratives par lesquelles Eco prévoit et sollicite un rôle coopératif du lecteur ayant pour tâche justement l'interprétation de ces rapports. Pour ce faire, on peut tout d'abord s'appuyer sur la poétique postmoderne d'Eco qui entend le postmoderne comme un Kunstwollen, c'est-à-dire comme un modus operandi transhistorique qui, d'après lui, est tel parce que l'on peut retrouver aussi dans d'autres époques et courants littéraires et qui permet de ce fait de revisiter les formes et les thèmes de la tradition littéraire selon une perspective ironique et critique. En considérant sa conception du postmoderne littéraire et en appliquant certaines de ces notions fondamentales comme celles de dialogisme et d'ironie intertextuelle, de double coding, de lecteur naïf et de lecteur avisé à l'analyse de ces œuvres de fiction, on s'aperçoit que Eco représente de manière métanarrative les rapports cognitifs et interprétatifs que son lecteur réel peut établir avec ses romans à travers les instructions de lecture qu'Eco lui-même, ironiquement, attribue et confie à des figures textuelles qui servent ainsi à guider le lecteur réel dans son parcours de lecture. Que ce soit par le biais de narrateurs externes ou internes aux histoires racontées, ou par le biais de personnages comme par exemple les deux figures féminines de Lia et de Maya dans le Pendolo di Foucault, le pendule de Foucault, et numéro 0, dans tous ces romans, il est question, selon moi, de l'importance du rôle que le lecteur réel est appelé à jouer dans l'interprétation des textes eux-mêmes et dans la compréhension de la réalité que l'interprétation de ces textes même peut contribuer à favoriser. Toutes ces modalités et techniques narratives sont donc des instruments dont Eco se sert dans ses romans pour instaurer et entretenir
à travers la représentation allégorique de leurs protagonistes et de leurs histoires, un dialogue constructif et critique entre texte et lecteur qui est envisagé toujours dans l'optique de la dialectique interprétative qui se développe entre eux. En outre, ce qu'on remarque aussi, c'est que sous la représentation du dialogue qui se déroule autour du texte récit de son histoire entre le protagoniste narrateur et le narrateur, qui peut être un personnage du roman ou le lecteur réel lui-même, on peut déceler par analogie le dialogue que l'auteur réel et que lui-même engage avec le lecteur réel. En analysant certains passages particulièrement significatifs de ces romans, je me suis rendu compte en fait que de cette façon et que par le biais de son auteur modèle guide son lecteur réel qui se comporte en lecteur modèle dans sa lecture, qui peut l'amener à une prise de conscience accrue de son travail interprétatif et de son rôle de lecteur-interprète du texte-monde. Suivant cette clé de lecture, on peut donc dire qu'à travers la représentation de l'échec, de la tentative de ces protagonistes de se réconcilier avec eux-mêmes et avec la réalité, et à travers également la représentation des récits complotistes par lesquels ils essayent de mieux comprendre leur histoire et la réalité, tout en les mystifiant, et qu'on nous invite à prendre conscience de certains usages et effets détournés et dangereux de la fiction narrative qui, de moyens utiles pour l'interprétation de la réalité, peut se transformer en moyen de mésinterprétation de la réalité elle-même. Pour éviter cela, le rôle qu'Eco assigne à son lecteur réel est celui d'interpréter de manière critique, consciente et responsable les textes qu'il lit. En ce sens, le rôle du lecteur du texte narratif peut être considéré, d'après moi, comme l'allégorie du rôle que le lecteur interprète peut jouer dans sa compréhension du monde, entendu comme un texte interprété. Ainsi considéré, ce rôle du lecteur-interprète a alors une importance éthique et même politique, car il consiste à démasquer les manipulations et les mystifications de la réalité faites par certains récits de fiction complotistes à des fins d'utilitarisme personnel ou de révisionnisme historique. Mais son importance réside aussi dans le fait que, de cette façon, il peut contribuer à réaffirmer la fonction cognitive et pédagogique de l'histoire comme magistra vitae, ainsi que la fonction critique de la culture, deux fonctions qui sont aujourd'hui malheureusement discréditées et à tort dévalorisées.